constat que j'ai fait. Le deuxième constat, c'est les inadéquations des programmes TIC au cégep et entre les programmes TIC et les cours de francisation. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans les cégeps, il y a comme une alliance que le ministère de l'Immigration a fait avec les cégeps afin de pouvoir donner des cours de francisation. Il se trouve qu'au niveau des cégeps, il y a toute une programmation pour l'utilisation des TIC, le suivi, les formations continues. Mais ces programmations-là sont faites sur une approche basée sur l'approche par compétence. Or, l'enseignement de la francisation, c'est une approche communicative. Fait que déjà à ce niveau-là, il n'y a pas une entente. Et le deuxième élément, c'est que le cours de francisation vient se greffer à un programme qui est préétabli. Le fonctionnement des cégeps n'a rien à voir avec les cours de francisation qui sont sous le patronage du ministère de l'Immigration. L'autre élément, l'autre constat que j'ai fait nous vient directement des recherches. Les chercheurs comme la Durantaille, la Rousse, ont fait des recherches sur l'utilisation des TIC dans les cégeps et ils sont parvenus à la conclusion qu'il y a une lenteur dans l'utilisation des TIC et une intégration vraiment rare. Fait que j'ai fait un autre constat au niveau des référentiels des usages des TIC. Au niveau des cégeps, il y a un référentiel qu'a conçu M. Bruno Poil-Hubert et Bérubé, mais qui se réfère seulement aux enseignants en général. Il n'y a pas de spécification en francisation. Et ce référentiel-là n'est pas, à mon humble avis, adapté au cours de francisation parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer que la classe de francisation a besoin d'un référentiel plus spécifique qui va aider l'enseignant dans son usage des technologies. Alors, l'autre constat encore que j'ai fait, c'est que la responsabilité d'utiliser les TIC est abandonnée à la seule responsabilité des enseignants dans les classes de francisation parlant. Et il n'y a pas vraiment un soutien. Certes, au niveau des cégeps, on a le soutien, le conseiller en technologie, mais le conseiller en technologie te conseille au niveau des technologies d'une manière générale. Son conseil ne touche pas la problématique de la francisation, ne touche pas les objectifs pédagogiques opérationnels dans la salle de classe pour la francisation. Alors, je fais un autre constat, c'est que les enseignants, malgré tous ces constats, les enseignants utilisent les TIC. Et ce n'est pas aujourd'hui que les enseignants commencent à utiliser les TIC. Les TIC sont utilisés depuis, je peux dire que les cours de francisation. Les cours ont commencé parce qu'on utilisait des magnétophones, des CD-ROM. Donc, il y a une utilisation qui est faite. Alors, je me pose la question de l'efficacité des usages des TIC dans les classes de francisation en présentiel par rapport aux nouvelles technologies qui sont mises en place. Alors, quel est mon objectif? Je voudrais tout simplement mieux comprendre les usages des TIC par les enseignants dans les classes de francisation en présentiel. Pour cela, je me suis posé une question très simple. Que peuvent être les usages, au regard des différents constats que j'ai faits, que peuvent donc être les usages des TIC par les enseignants dans les classes de francisation, malgré toutes ces difficultés ou bien ces obstacles que j'ai constatés? Comment ils font pour s'en sortir et qu'est-ce qu'ils font pratiquement dans leur pratique de classe? Pour cela, je me suis posé 3 questions. Ma première question est de pouvoir identifier, c'est sûr qu'il y a plusieurs recherches qui ont identifié les différents TIC, leur fonctionnement. Au niveau, par exemple, de la France, il y a beaucoup de travaux ont été réalisés. C'est vrai, les articles sont des articles professionnels, mais il y a eu vraiment un travail de fond qui a été fait. Mais comme mon domaine de recherche, c'est le Québec, ma première question est d'identifier au niveau du Québec les différents types de TIC qui sont mis à la disposition des enseignants pour enseigner dans les salles de classe. Et comme je suis au cégep, je vais regarder les TIC qu'on met à la disposition des enseignants de francisation dans les classes au cégep. Maintenant, après avoir identifié ces éléments, je me pose une deuxième question. Quels sont les types d'usage des TIC que font les enseignants dans les classes de francisation en présentiel? Premièrement, j'identifie les éléments. Deuxièmement, je veux voir les types d'usage. Après avoir identifié les types d'usage, la troisième question que je me pose, c'est
Quels sont donc les avantages et les limites de ces usages-là? Bien entendu, parce que je pars des différentes coquilles que j'ai remarquées au départ. Pour cela, dans mon cas théorique, j'ai essayé de définir ce que c'est que l'enseignement dans la classe de francisation. Là, je vais vous donner tout simplement une définition d'un résumé de plusieurs éléments, que ce soit dans le tiré du dictionnaire, que ce soit tiré des différentes recherches. Au niveau de la francisation, le dictionnaire de Jean définit la francisation un peu comme le fait d'enseigner le français dans une classe à des étudiants allophones, ou bien le fait d'apprendre, parce qu'on a deux parties, on a l'enseignement d'un côté et on a l'apprentissage, parlant du groupe classe. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'enseignement de la classe de francisation? C'est la mise en francisation présentielle, bien entendu, c'est la mise en pratique des actes de communication à travers des approches pédagogiques. Ici, dans le cas de la francisation, il s'agit de l'approche communicative. Et ces actes de communication sont traduits par des actes d'enseignement de manière pratique et des interactions. Il arrive parfois, c'est ponctué par des interactions verbales et asymétriques afin tout simplement de transmettre des savoirs et développer les compétences des apprenants. Après, je me suis essayé à définir l'apprentissage dans une classe de francisation en présentiel. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que l'apprentissage dans une classe de francisation en présentiel, c'est tout simplement l'acquisition de savoirs procéduraux. Qui dit savoir procéduraux, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple, c'est-à-dire former une phrase. Par exemple, j'arrive aujourd'hui. Il faut une procédure pour pouvoir former cette phrase-là. Et l'apprenant dans la salle de classe doit pouvoir acquérir cette procédure-là. Et le deuxième élément, c'est développer les compétences langagières. L'élément qui m'intéresse dans ma recherche, c'est vraiment les processus externes, c'est-à-dire les exercices qu'ils peuvent faire, que ce soit les exercices en compréhension écrite, en compréhension orale, en production écrite et en production orale. Et j'aimerais noter quand même ce fait-là, c'est qu'on a au niveau de l'enseignement, de la francisation, on a 3 niveaux. Comme ma collègue, elle s'est précisée vraiment au niveau avancé, le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Je m'intéresse à tous les niveaux d'une manière générale. Donc, on a au niveau de l'apprentissage, ces processus externes-là que je m'en vais rechercher, ces processus externes qui conduisent à la nouvelle connaissance langagière. Bien, qu'est-ce que c'est donc, d'une manière générale, la classe de francisation? Pour moi, la classe de francisation dans ma recherche représente un lieu physique où il y a un enseignement fait face à face, où on a d'un côté des apprenants et de l'autre côté des enseignants. Au niveau de l'enseignant, il y a 3 actes d'enseignement principaux qui ont lieu, c'est-à-dire l'enseignant pilote des enseignements ou des apprentissages, il supervise le fonctionnement du groupe classe et il évalue des apprentissages. Ça, je me suis servi tout simplement de la définition du ministère de l'Éducation du Québec. Et le but de ce pilotage, de ces supervisions et de cette évaluation, c'est de faire acquérir des compétences langagières ou bien tout simplement faire acquérir des apprentissages. Au niveau de l'apprenant, dans la classe de francisation, l'enseignant lui donne des exercices à faire ou bien des activités qui peuvent être rangées dans le cadre de la compréhension orale, la compréhension écrite, de la production orale ou de la production écrite. Je parle ici dans le cadre de la classe de francisation en général. Bien. Alors, partant de cette définition de la classe de francisation, je vais revoir donc l'usage des technologies dans la classe de francisation. J'ai identifié 2 éléments principaux. Au niveau de l'enseignant, les technologies viennent comme en soutien au niveau du pilotage, de la supervision et de l'évaluation afin d'aboutir au même résultat. Et au niveau de l'apprenant, l'usage des technologies vient comme faciliter les activités d'apprentissage, les exercices, dans les 4 compétences évoquées plus haut, dans le but toujours d'acquérir de nouvelles connaissances langagières. Alors maintenant, pour pouvoir aborder ces éléments-là sur le plan pratique et aller analyser véritablement, je me suis basée sur 2 éléments. Au départ, ça je dois le mentionner, au départ j'étais partie avec le modèle TIPAC
qui est un modèle qui valorise les connaissances, que ce soit les connaissances de l'enseignant, que ce soit les connaissances de l'apprenant, que ce soit les savoirs enseignés, et qui les met ensemble et établit une certaine relation. Mais parce que je parle des usages ici, le modèle s'est trouvé, quand j'ai continué mes recherches, inadapté. Je me suis appuyée sur un autre modèle, le modèle de Rabardel, qui a été revu par Réseau. Alors, dans le modèle de Rabardel, je m'appuie sur l'activité productive. Et dans l'activité productive, je prends les schèmes. Parce que le but de ma recherche est de pouvoir identifier des patterns d'utilisation par rapport aux différents constats que j'ai fait au départ. Alors, je me base sur le thème, le schème. Qu'est-ce que c'est que le schème? C'est tout simplement une organisation active de l'expérience vécue qui intègre le passé. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Tout simplement, c'est un cadre assimilateur qui attribue des significations et qui exerce une fonction se réalisant essentiellement dans la planification. En des termes plus simplifiés encore, c'est qu'est-ce qui se passe? L'enseignant fait comme une planification de son enseignement avant la classe. Il arrive, dans cette planification, il a intégré les notions qu'il veut enseigner, il a intégré les différents actes pédagogiques qui auront lieu dans la salle de classe, il a intégré qu'est-ce qu'il faut faire, le but pour lequel il va utiliser cette technologie-là. Et le schème ici va me permettre de dessiner le comportement de l'enseignant dans la salle de classe de manière scientifique afin que je n'aille pas dans tous les sens. Donc, le schème est comme une représentation procédurale de différentes actions. Vous vous rappelez, j'ai identifié 3 actions essentiellement pilotées, supervisées et évaluées. Donc les schèmes vont venir établir au niveau par exemple du pilotage, qu'est-ce que l'enseignant fait, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que l'enseignant fait. Ok. Pour cela, mes schèmes, j'en ai pris comme 2. Le premier est vraiment, me montre des éléments basiques dans l'utilisation, par exemple, allumer un ordinateur, allumer un PowerPoint, c'est vraiment les différents éléments élémentaires dans la salle de classe que l'enseignant fait avec les outils, indépendamment de l'outil qu'il va utiliser. Les schèmes d'action instrumentés, c'est vraiment la succession d'actes qui font aboutir à l'objectif dans la salle de classe. Je vais passer rapidement parce que j'ai pris beaucoup de temps. Alors, au départ, j'étais amoureuse du modèle de Rabardel parce que j'avais d'un côté le sujet qui est l'enseignant, j'avais les instruments qui m'étaient donnés et j'avais l'objet de l'enseignement qui est la compétence à enseigner. Mais je me suis rendu compte que à ce niveau, j'ai un manque. Parce que dans la salle de classe, vous vous rappelez, dans la définition, on avait l'élément apprenant qui intervient. On avait 2 processus, on avait le processus enseignement, on avait le processus retour de l'apprenant. Il n'est pas dans ce modèle. J'ai dû adopter le modèle de réseau. Dans le modèle de réseau, ce que vous allez constater, nous avons les instruments, excusez-moi, nous avons les instruments de ce côté, nous avons l'enseignant, nous avons l'apprenant et nous avons le savoir de l'autre côté. Qu'est-ce que l'enseignant fait? Si je parle sur le plan pratique, on a un mouvement aller et on a un mouvement retour. On a l'enseignant qui nous prend les instruments ici, là, maintenant pour piloter les savoirs là-bas, afin que l'apprenant puisse les acquérir. Et l'apprenant, quand il enseigne, il y a au niveau du retour, il va vouloir faire des exercices aux apprenants. Et dans ces exercices-là, il va prendre les instruments, il va donner des exercices dans les instruments. Dans les instruments, on a intégré les savoirs afin de vérifier si l'enseignement a été acquis ou pas. Donc voilà au niveau de ma théorisation de l'utilisation, ce que je vais aller voir. Et de l'autre côté, je vais essayer de voir aussi, est-ce qu'il y a il y a des avantages à ces utilisations des technologies-là? Oui ou non? Et quelles sont les limites? Premièrement, j'ai identifié les buts des usages. On a au niveau de l'enseignement, le but c'est de soutenir, comme j'ai fait dans le grand graphique précédemment, si vous vous rappelez. Et au niveau de l'apprentissage, on a vu que c'était de faciliter les acquisitions. Alors, quels sont les avantages? Les avantages seront tout simplement pour piloter, superviser et évaluer. Et au niveau de l'apprentissage, ce sera au niveau cognitif, vraiment. Au niveau de l'écriture, les usages d'éthique ont un avantage, facilite la rédaction, facilite au niveau de la syntaxe. Et puis au niveau affectif, l'enseignant et l'apprenant est plus motivé à travailler.
Au niveau social, l'apprenant peut communiquer avec les autres apprenants, communiquer aussi avec l'enseignant. Et au niveau personnel, ça rend l'apprenant plus autonome. Et il peut travailler d'une manière individuelle, il n'est pas toujours obligé de travailler dans le groupe. Alors, au niveau des limites, c'est autre chose qui se présente. On a, par exemple, au niveau des limites, le soutien technologique. Ça, c'est, je parle ici de la présentation au niveau théorique, on n'est pas au niveau du terrain. J'ai constaté qu'il y a des problèmes, les gens se plaignent des problèmes techniques, les gens se plaignent aussi du doute, de la peur d'utilisation des technologies, ils doutent de leurs compétences, d'autres ne sont même pas formés du tout, et ils disent que l'utilisation des technologies est restreinte, ils ne sont pas libres, et que les contenus et les méthodes pour ceux qui utilisent sont vétustes. Ça veut dire que c'est, comme disait tout à l'heure ma collègue, les anciennes méthodes qui sont mises en application, alors que je vais dire, les technologies ont évolué, les savoirs, la manière de transmettre les savoirs a évolué, on a mis en application d'autres méthodes, mais si on regarde au niveau des théories de l'apprentissage, on va se rendre compte qu'on a des théories purement behavioristes. Voilà un tout petit peu. Et au niveau de l'apprenant, on a déjà la dépendance, ça crée la dépendance, il veut toujours être connecté, il veut toujours savoir. Et l'activisme, c'est-à-dire le travail n'est pas fait de manière efficace, le travail est fait, mais il fait tellement de travail qu'il n'est pas focalisé. Ça, c'est au niveau des constats que j'ai fait au niveau des limites. Donc, après ces constats-là, je viens à ma méthode, qui est une méthode mixte. J'aimerais faire, parce que je ne suis pas encore allée sur le terrain, je dois aller, si tout se passe bien, dans le mois prochain, j'aimerais faire une étude transversale, mixte, transversale, descriptive et multicas. Descriptive parce que je vais décrire, comme je disais, des schèmes, j'aimerais parvenir à des modèles, et multicas parce que je vais aller dans plusieurs établissements. J'aurai à faire des entretiens semi-dirigés avec les enseignants et des questionnaires avec les apprenants. Alors, sur le terrain, je vais aller dans 3 établissements. Comme je disais tout à l'heure à ma collègue, je vais toucher les débutants, les intermédiaires et avancés. Et j'aimerais avoir, ça c'est mon souhait, une population de 9 enseignants et environ 100 apprenants. Et à chaque niveau, j'aimerais avoir un enseignant, 3 enseignants qui représentent les 3 niveaux. Ça va me donner 9 enseignants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera les questionnaires en ligne adressés aux 100 apprenants et les entrevues semi-dirigées aux 9 enseignants, les 3 niveaux. Et l'analyse de données, je vais faire une analyse descriptive, une analyse explicative, une analyse interprétative. Merci de votre attention. Alors, on a quelques minutes pour les questions. Avez-vous des questions, commentaires? Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. À quelle étape est-ce que tu prévois faire des entrevues et envoyer les questionnaires? À quel moment? Je vais valider. J'ai envoyé déjà à mon encadreur. Okay. Il doit tout simplement valider si c'est que ces questions c'est correct pour lui. Et au mois de juin, je crois que je vais commencer. Je vais prendre les cours qui se font à l'été parce que les 2 sessions sont déjà passées. Donc, ça sera mes enseignants qui vont donner des cours à l'été. Ça va faire pas mal de données aussi. Oui, ça va faire. Surtout au niveau des entrevues, des semi-dirigés, parce que comme c'est semi-dirigé, ça fait qu'il y aura une place à ce que l'enseignant veut dire. Et là, ça fait vraiment, il va falloir bien fouiller et élaguer ce qui n'est pas bon pour ma recherche. Donc, ouais. Ça va être super intéressant. Merci beaucoup. Question? Oui, dans votre introduction, vous avez parlé de l'efficacité des TIC par les enseignants de francisation. C'est comme un problème, vous avez évoqué ça comme un problème, et plutôt comme une problématique. Non, en fait, si vous avez suivi les différents éléments que j'ai évoqués, je pose une question qui est comme un problème de l'efficacité des usages des TIC, parce que si les programmes qui sont donnés pour les technologies concernent simplement les cégeps, et si les classes de francisation se retrouvent dans un cadre
où il y a une programmation qui ne les concerne pas. Mais eux, ils font quand même utilisation des technologies. Et qu'ils n'ont pas de référentiel qui leur guide dans l'utilisation des technologies-là. Si au niveau de l'État, il n'y a pas eu de concession, on n'a rien prévu en ce qui concerne l'utilisation des TIC. Or, ici dans ma recherche, j'aimerais, ça c'est à la limite, j'aimerais que l'usage, la recherche et les éléments que je vais donner puissent aider à la conception d'un référentiel. S'il n'y a pas cette transition-là, et si les technologies même qui sont utilisées au niveau des enseignants, les recherches au niveau des CGM nous disent que les enseignants utilisent peu les TIC, mais que les enseignants utilisent quand même, parce que quand je suis partie au niveau des écoles, je me suis rendu compte qu'il y a une utilisation qui est faite. Alors je me pose la question sur l'efficacité de cette utilisation-là. S'ils utilisent, quelle est l'efficacité? Comment, en quoi, comment nous allons mesurer cela? C'est pour ça que j'ai parlé des avantages et des limites. Je ne suis pas allée dans est-ce que je vais évaluer l'efficacité véritable. Je me concentre à voir, ils utilisent à leur niveau, quels sont les avantages qu'ils tirent de ça, quelles sont les limites qu'ils sont, et à partir de ces éléments-là, je pourrais proposer des pistes, parce que je ne suis pas spécialiste déjà, des pistes qui peuvent aider le ministère, parce que je crois qu'au niveau de l'immigration, il y a toute une programmation, toutes des choses qui sont faites. Je pourrais proposer, faire des propositions qui peuvent être adoptées ou pas, ça c'est à leur niveau. Et au niveau des enseignants aussi, où je vais faire mes entrevues par exemple, je pourrais leur proposer, voilà ce que moi j'ai trouvé, parce que l'une des ouvertures que nous avons avec le terrain, c'est qu'on peut avoir cet échange-là avec ce que nous avons fait au niveau théorique et leur vécu, parce qu'eux, ils ont le vécu, nous avons la théorie, on vient avec la théorie pour aller scruter un domaine. Donc, pour revenir à votre question, c'est tout simplement, j'arrive au niveau de l'efficacité parce que je fais un ensemble de constats qui me font poser cette question-là. Mais ma question de recherche, c'est mais quelles utilisations ils font? Mais les constats du terrain posent le problème de l'efficacité. Est-ce que l'utilisation qu'ils font est véritablement efficace? Si elle est efficace, quels sont les avantages? Quelles sont les limites?